Rebonsoir à tous, désolé de ce petit incident technique qui va nous permettre de nous reconnecter et de retrouver, j'espère, Frédéric Panayotis dans une seconde. Voilà, est-ce que de nouveau on a effectivement la possibilité de se reconnecter avec notre ami Frédéric? Voilà, là c'est peut-être pas mal. J'espère que ça va fonctionner de nouveau. Merci de vous reconnecter les uns les autres, c'est adorable. Merci à vous tous. Voilà, on retrouve. Allez, est-ce que là ça fonctionne, Frédéric? Écoute, moi je t'entends, je ne Ben, vois c'est pas encore à parfait. l'écran, mais je sais que ça va venir. Voilà, c'est bon. Allez, on a eu un petit problème de coupure de réseau, c'est malheureusement des choses qui arrivent. On en était sur l'histoire de Thierry, dont Thierry Ruinart, et du fait qu'il est effectivement croisé. Effectivement, d'autres personnages de l'époque. C'est une époque fantastique qui a vu apparaître les premières maisons de champagne, qui a vu apparaître une véritable effervescence, c'est le cas de le dire, dans cet univers. Euh, et la chance aussi, ce sont ces crayères magnifiques. Alors oui, ça c'est le fils du fondateur de la maison, hein, Claude Ruinart, qui prend la succession de Nicolas Ruinart et qui a l'idée d'acheter ces crayères. En fait, la maison Ruinart au départ est au centre de la ville, mais tu sais, quand on élabore du champagne, il faut beaucoup de place, le stockage prend beaucoup de place. Tout à fait. Donc la cave devait être évidemment trop petite au centre et il a l'idée d'acheter cette plus de 30 mètres sous terre, hein, presque 38 mètres dans notre cas. Ce sont les plus profondes de la région. Ils sont vraiment Oui. magnifiques. On voit cette craie qui est très pure. C'est évidemment un lieu de vieillissement, de maturation des bouteilles absolument parfait. La température est toujours constante, l'humidité assez élevée, l'obscurité totale. Et puis surtout, c'est à une époque où la démarche environnementale est importante. C'est autorégulé en température. Il y a besoin de faire aucun effort. Il n'y a pas d'air conditionné. Hein. C'est une régulation parfaitement naturelle pour avoir ces Et, bouteilles toujours à 10 exactement. ou à 10-12 degrés. Il y a des cheminées qui sont naturelles, qui servent à extraire la craie. Il y a effectivement l'humidité qui est gérée par la porosité, et puis la température constante, effectivement, qui permet la lente maturation de ces belles cuvées de champagne. Tu évoquais tout à l'heure le Don Runard. On va peut-être évoquer la bouteille que nous avons, toi et moi, et j'espère que beaucoup de nos amis autour de l'écran ont la chance d'avoir un petit peu de Don Runard à proximité, et pourquoi pas ce millésime 2009 qu'on va pouvoir ouvrir. Hein. Je vais l'ouvrir. Hein. Ben J'espère que de oui, ton côté aussi. tant qu'à faire. Voilà. C'est mieux d'en Ouvrons-le, pouvoir parler. ouvrons-le. Il y a un bel habillage. Et la bouteille est particulière aussi. C'est une bouteille qui date de quelle époque, ça? Alors, le premier millésime de Don Ruinart, c'est 1959. Oui. Et c'est une bouteille qui a été choisie, une bouteille spéciale qui a été choisie à l'époque pour mettre en valeur cette cuvée. Voilà, donc c'est une bouteille qui est historique, on va dire, et quelque part, le millésime 2009 fête les 50 ans de cette cuvée. Eh oui. C'est d'ailleurs le 26e millésime de la cuvée d'Henri-Nard. Pour le 26e millésime en blanc de blanc, mais en rosé, je pense que c'est plus récent, le rosé. Le premier rosé date de 66. Et là, D'accord. tu me poses une colle. Le 2009 rosé n'est pas encore sorti et ça doit être le 15e millésime. On en est au 20e millésime, me souffle-t-on. D'accord. Donc, 20e millésime, rosé 66. Et 66, c'est la date aussi de mise en marché du 1959. C'est ça, exactement. Et les bouteilles, d'ailleurs, je peux vous montrer une petite bouteille historique, j'espère que vous allez la voir, voilà, qui est en plus protégée d'une. Alors, ce n'est pas une seconde peau, hein, comme on a pu la lancer dernièrement, qui va remplacer notre étui complètement éco-conçu avec des fils de papier qui viennent de forêts éco-gérées beaucoup plus légers que l'étui d'avant. Là, c'est une protection, je pense, en papier mâché qui servait à Oui. protéger les bouteilles lors du transport. Et là, c'est une bouteille de 1964. Alors, elle est en vidange. Hein. C'est une bouteille qu'on a récupérée avec cet habillage lors d'une vente aux enchères. Et tu vois que c'est le même flacon. L'habillage a évidemment beaucoup changé. Mais je trouve que
ce clin d'œil historique à la seconde peau actuelle est assez bienvenu. Absolument, absolument. La bouteille est belle, le millésime fait déjà rêver, c'est un millésime qui est réputé déjà, 2009, comme étant un millésime dans beaucoup de régions, hein, assez solaire, assez généreux, assez capiteux. Et quand on met le nez dans ce vin, qui a une magnifique couleur, qui, tout en restant jeune, a déjà un joli doré, hein, Ouais. eh bien, on n'a pas cette sensation d'alcool ni de surmaturité. On a beaucoup d'élégance, on a du fruit fin, on a du floral, on a du noiseté. Enfin, c'est vraiment élégant. Et c'est quoi la caractéristique du millésime 2009 finalement en Champagne? Alors, tu as bien fait de noter que la perception qu'on a de 2009, peut-être à cause d'autres régions viticoles en France, c'est que c'est un millésime très chaud, très solaire. En fait, pas du tout. Quand on regarde la climatologie de toute l'année, et même quand on regarde la climatologie de l'été, il n'y a pas de, c'est pas un millésime chaud en fait en termes de température. La vraie différence, et c'est la seule différence d'ailleurs sur ce millésime par rapport à la moyenne des 10 années précédentes, c'est un été qui est extrêmement sec. Il a plu presque 50% de moins qu'une année normale. Et Ah donc, oui, ça a permis, et il n'y a pas eu de coup de chaleur comme on en a pu avoir dans les millésimes récents. Et cette sécheresse estivale, elle est toujours bénéfique à la maturation des raisins. Elle est aussi très bénéfique à un état sanitaire de très grande qualité. Et c'est ce qu'on a eu en 2009. Et d'ailleurs, si on regarde les paramètres analytiques qu'on utilise généralement pour décrire un millésime, que sont le degré potentiel et l'acidité, eh bien les deux valeurs sont supérieures, légèrement supérieures à la moyenne décennale précédente. Donc c'est un millésime qui est un peu plus riche en termes de maturité, mais aussi un peu plus haut en termes d'acidité. Et donc, il n'y a pas ce côté solaire qu'on assimile, à mon avis, souvent à des choses un peu trop mûres ou un peu molles. On n'a pas, je pense, en Champagne, en tout cas, nous, on ne l'a pas dans ce vin-là, c'est clair, du tout ces caractéristiques. Il y a un croquant, il y a un charnu. Comme tu l'as dit, il y a un côté assez soyeux, mais en même temps, il y a une vraie fraîcheur, une vraie tenue en bouche, quoi. absolument. L'entrée en bouche est franche. Il y a une bulle assez fine, mais ça, c'est la moindre des choses, j'allais dire, et le temps est passé par là aussi pour affiner la bulle. Euh, et en bouche, c'est très savoureux. Il y a une petite salinité, il y a même des petits amers minéraux finaux qui sont là, qui prolongent le vin incroyable et qui ont fait un vin à la fois, là, c'est la bonne heure, hein, finalement, 18h30, 19h, comme 11h30 midi, là, on est sur l'appétence, donc on est en pleine forme pour pouvoir déguster. Mais c'est un vin qui par sa structure, va se marier avec plein de plats super intéressants. Des poissons, mais aussi des volailles, mais aussi des viandes blanches, mais aussi des crustacés, mais enfin, voilà, c'est vraiment un vin de gastronomie par excellence, quoi. Et c'est une bonne remarque que tu as faite, ce côté à la fois savoureux, cette texture, c'est une chose qu'on travaille véritablement lors de l'assemblage. Le dosage est faible, hein, on est sur un dosage autour de 4 grammes par litre. Si tu regardes la contre-étiquette, ça t'indiquera la date de dégorgement qui est de mars 2018. On a tous C'est été ça. dégorgés en même temps. On aurait dû le lancer, mais ça c'est le Covid qui a un peu retardé le lancement. On aurait dû le lancer l'année dernière. On aime bien avoir au moins un an de dégorgement pour que la cuvée puisse récupérer du dégorgement, qui est quand même toujours un choc. On a tendance à vinifier chez nous dans un mode un peu réducteur, un peu à la bourguignonne, j'ai envie de dire, sauf qu'il n'y a pas de bois. Le Don Ruinart, c'est uniquement des grands crus de chardonnay vinifiés en inox parce qu'on veut garder cette pureté du fruit, on veut garder cette pureté aromatique. Le bois, ça peut être très joli, mais c'est pas ce qu'on recherche tout dans cette cuvée. Voilà, Et le ce vieillissement, sont des ouais, approches différentes, mais ouais, effectivement, c'est respectable. et le vieillissement lui donne ses notes sur ce mode réducteur de grillé, toasté dont tu as parlé, le côté noisette. Tu as ces notes un peu de roche aussi, hein, qui a assimilé à cette sensation minérale en bouche. Et je trouve que c'est un peu le profil des grands chardonnays d'une manière générale, au-delà de la Champagne. Alors, ton travail de chef de cave, c'est aussi, entre autres, de faire cet assemblage, cette mémoire de transmission que tu évoquais tout à l'heure, tout en respectant finalement le profil particulier du millésime, c'est important. Euh, L'origine de l'assemblage, on peut imaginer que c'est essentiellement la Côte des Blancs et peut-être aussi d'autres choses. Est-ce que ça reste toujours assez stable ou ça peut varier d'un millésime Don Ruinart à l'autre?
C'est assez stable. Alors, globalement, ce sont des grands crus de Chardonnay qui composent la cuvée de Lanruinard. Effectivement, j'ai envie de dire, le royaume du Chardonnay en Champagne, c'est la Côte des Blancs avec ses 6 grands crus. Donc, Et Cramant, Avise, Le Mesnil, Auger. alors, sur Lanruinard, c'est Oui, plutôt Chouilly, Avise, Le Mesnil, parfois un peu ouais, d'Auger, d'accord. parfois un peu de Cramant. Il y a un peu de Cramant dans cette cuvée 2009. Mhm. Mais faut pas oublier, et c'est important, que dans la montagne de Reims aussi, il y a des grands crus où il y a du chardonnay, et notamment il y a un grand cru, et c'est le seul en dehors de la Côte des Blancs, où le chardonnay est plus planté que les autres cépages, et Et ce grand majoritaire? cru, c'est Sillery. Et Sillery, Ah oui, géographiquement, c'est le grand cru le plus proche de Reims, et historiquement, la maison a toujours eu des vignobles ou des approvisionnements sur Sillery. Et la particularité de Sillery en Chardonnay ou des crus alentours, hein, on peut parler de Mailly-Champagne, de Verzenay, de Puisieux, c'est des Chardonnays qui sont un peu plus puissants, un peu plus structurés. Moi, ils me font penser à Corton-Charlemagne, si je devais les comparer à des Chassagnes de la Côte de Beaune. Donc, ils oui. apportent vraiment une dimension intéressante. Euh, sur ce millésime 2009, 82% de la Côte des Blancs, et c'est quand même souvent 3/4, 2/3 de la Côte des Blancs, et 18% de la montagne de Reims. Voilà, c'est ça l'assemblage. Et ça peut D'accord. varier d'un assemblage à l'autre. Alors, on évoquait tout à l'heure la conservation en cave avant le dégorgement, la conservation même après le dégorgement, on le voit ici, hein, pour pouvoir effectivement pouvoir profiter de sa maturité. Et ensuite, on peut le garder combien de temps en moyenne allez, dans des conditions de cave idéales, hein, je veux dire. Voilà, écoute, on a encore des 69. Alors, on a peu de bouteilles, de très vieilles bouteilles de Don Ruinart. Donc, c'est un peu un appel, une bouteille à la mer que je jette à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous ont rejoints. Si vous voyez des bouteilles dans des caves des années 60, 59, ça serait un miracle. On n'en a qu'une seule bouteille en bon état. Ah Et ça oui, nous intéresse de les récupérer. On fait des échanges. Et on fait des échanges qui sont assez généreux, on va dire, en tout cas qui compensent largement le fait de laisser une vieille bouteille. Donc ça nous intéresse. Mais 69, c'est un millésime que j'ai goûté à plusieurs reprises et c'est toujours splendide. Donc, allez, 15, 20 ans supplémentaires, ça ne va pas effrayer ce flacon du tout, quoi. Et après, on va aller sur des notes beaucoup plus toastées, beaucoup plus grillées. Le fait de travailler dans la réduction au départ, je trouve ça retarde un peu cette évolution et on va dans un univers qui est quand même très joli, quoi, très, très noble en fait. j'ai eu la chance de goûter 69 en blanc de blanc, et c'était effectivement pour moi un très très beau souvenir. J'ai souvent eu l'occasion de goûter des 76. Je ne sais pas s'il y avait un volume en particulier en 76 qui faisait qu'on en avait, mais dans beaucoup de restaurants parisiens, quand on faisait, voilà, quand on voulait se faire plaisir à une époque, c'était dans les années 90 encore, hein, on avait des 76 qui étaient disponibles et c'était juste magnifique. J'ai eu Et ici au bistrot du Sommelier des Magnum de 76 t'en as plus? qui nous ont ravis des repas de sommelier ou d'autres clients avec une émotion très particulière, quoi. S'il t'en reste, on est preneur, Philippe. Écoute, il faut que je vérifie dans ma cave, mais voilà, j'ai de la chance d'avoir une relation, comme tu le sais, historique avec la maison Ruinart. Ayant gagné le trophée des jeunes sommeliers en 1984, à l'époque Trophée Ruinart, j'ai partie des enfants, j'allais dire, de la maison de cette époque. Et donc, j'ai la chance d'avoir cette historique gustative, surtout, aussi de la maison et d'avoir goûté effectivement pas mal de jolis millésimes. Et Très c'est jolis. intéressant, tu notais 76 et moi je parlais de 69, 2 années avec des années chaudes, des années sèches, hein, 76, on se souvient de la sécheresse exceptionnelle pour ceux qui ont vécu et qui s'en souviennent. Euh, et pourtant, c'est des vins qui ont très bien vieilli. Et il y a un
Hmm. Je ne sais pas si vous nous entendez encore. On a un problème technique de nouveau. Et je ne sais pas si Frédéric Panayotis va pouvoir se reconnecter, mesdames et messieurs. Nous étions en direct avec lui. Voilà, je vous montre un petit peu la maison Ruinart au bistrot du Sommelier. Voilà, voilà la demande. Allez, on va se reconnecter de nouveau. Oui, troisième partie. Merci beaucoup. Voilà, on va faire une conclusion après. Voilà. J'en profitais pendant que tu revenais, pour montrer un petit peu les détails du bistrot du Sommelier, tu vois, où dans la niche, il y a effectivement des petites bouteilles et puis une cuvée assez particulière, tu vois, que tu connais aussi, l'exclusive de Ruinart, dessinée par Christophe à l'époque. J'avais eu la chance d'avoir deux coffrets d'ailleurs de cette magnifique bouteille. Qui était un très beau souvenir aussi d'un assemblage particulier pour fêter une époque aussi particulière. Et on en a encore quelques centaines de flacons. C'est des magnums en cave et c'est d'une qualité exceptionnelle. Donc, tu vois, ça fait 20 ans que ça a été, plus de 20 ans que ça a été dégorgé. Et je te promets, si tu viens, on en ouvrira une ensemble. C'est vraiment des grands chardonnays qui s'expriment sur cette panoplie d'arômes toastés, grillés. Avec grand plaisir. Bon, on va essayer de gérer la technique le mieux possible. Et est-ce que tu me vois bien là? Tu remarques que je ne suis pas tout seul ce soir. Hein. Il y a Juliette qui essaie de gérer au mieux les choses, mais en plus, j'ai cette magnifique bouteille de Don Ruinart 2009 avec moi. Avant de conclure, mon cher Frédéric, la maison Ruinart et la sommellerie, c'est une histoire d'amour depuis longtemps. Et ça continue. Il y a un challenge Ruinart qui a été initié à l'étranger, qui maintenant réunit les sommeliers en France également. Et tu peux nous en parler un petit peu? Et le prochain challenge Ruinart, ça sera quand? Alors, on espère, on va le faire après les vendanges, parce que je pense qu'avant les vendanges, c'est compliqué de se projeter. On ne sait pas voilà, quand les choses reviendront à la normale. Et puis, entre l'été et les vendanges, nous, on est un peu occupés, donc on fera sans doute ça en octobre ou en novembre. Et ce format que tu connais, hein, puisque tu as participé, tu es venu voir comment ça se passait, c'est un format différent de ton époque. Hein. Le trophée Ruinart a été une grande époque, nous a un peu dépassé puisqu'on a franchi les frontières et à la fin, c'est devenu un événement qui était peut-être un peu trop grand pour notre petite maison. Et donc, ce qu'on a refait, comme tu le sais, c'est plutôt dans un sens de partage de connaissances, de créer une communauté de sommeliers. Donc aujourd'hui, ça a lieu dans 13 pays différents. Cette année, on va essayer de le faire. On va jongler très bientôt avec le Japon, puisqu'on va le faire en distanciel, enfin, avec le Japon par Zoom interposé. Ça sera une première, mais j'espère qu'en Europe, on va pouvoir se réunir les sommeliers, faire cette dégustation, faire cette masterclass sur le thème de la maturation cette année. C'est important de comprendre ce qui se passe dans la baie de raisin quand elle mûrit et comment nous, on l'étudie pour prendre la bonne décision en termes de date de vendange. Voilà, c'est un peu aller à l'intérieur de la baie et de voir comment ça se passe et qu'est-ce qui nous permet, nous, œnologues, de choisir la bonne date pour vendanger. Et ça devient de plus en plus, j'ai envie de dire, compliqué, en tout cas presque des fois énigmatique avec ce réchauffement parce que les repères ont changé. Hein, on vendange souvent en août, ça fait 3 des 4 dernières années ont été vendangées en août. Les équilibres ont changé, néanmoins il faut qu'on garde ce style, il faut qu'on préserve cette fraîcheur, cette élégance et du coup les dates de vendange sont un peu plus compliquées à trouver qu'avant. Il faut arriver à trouver le bon équilibre entre les maturités on va dire physiologiques et les maturités technologiques. Et donc, c'est passionnant parce que du coup, on doit anticiper également ce qui se passera à l'avenir. Bon, mais écoute, c'est tout un magnifique programme. Merci à toi de ta présence ce soir. Bravo pour le travail qui est fait par toutes les équipes de la Maison Ruinart parce qu'il y a le chef de cadre, mais tous les autres participants, j'allais dire, de la maison sont importants dans l'esprit, dans l'image, dans la culture Ruinart. Notamment, l'image de Ruinart, on le disait tout à l'heure, est une image à la fois d'histoire ancrée dans la légende champenoise,
mais également une maison très contemporaine qui a d'ailleurs été élue marque préférée des Français, je crois, l'année dernière. Bravo encore. Et qui est une maison qui s'inscrit aussi dans l'association avec le milieu artistique, notamment l'aide du milieu artistique. Et c'est fantastique de voir effectivement cette association à la fois d'histoire, d'éléments contemporains, de projections vers l'avenir, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et bravo pour ce millésime 2009, franchement, parce que ça valait la peine. Moi qui bois finalement, je suis très sélectif dans ma dégustation de champagne, pour les gens qui me connaissent. Et j'avoue que voilà, là, ce soir, j'ai un coup de cœur, un beau coup de cœur pour cette magnifique cuvée 2009. Au plaisir de te revoir. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi et au plaisir de la partager bientôt, j'espère, le plus rapidement possible. Exactement. Vrai avec toi, et tous nos amis du nom de la Sommelier française et de l'association internationale qui nous suivent attentivement tous les lundis. La semaine prochaine, je recevrai Gilles Bell qui viendra nous parler de la grande histoire du café, puisque Gilles Bell est notre interlocuteur chez Nespresso et partenaire également du nom de la Sommelier française comme la Maison Ruinart ce soir. Frédéric, santé. Je t'en prie. Merci beaucoup, Philippe. Et à très bientôt. À bientôt. Merci.